Vous avez travaillé pendant des années.
Misa betu akumana vita yai takasa suke pa misa betu mais.
soyons plus unis que jamais, vivons pour notre devise, unité, travail, progrès, vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Je voudrais dire aux jeunes que le général Mokoko n'est pas un inconnu. On a un rendez-vous avec le peuple. Il y a un qui est le membre de l'Ouwa, Nangolo Nyoso. Vous m'entendez là? S'il vous plaît, sécurité, le palais, libérez la forme, s'il vous plaît. Sécurité, sécurité, s'il vous plaît. Mes chers frères et mes chères sœurs, je voudrais d'abord vous saluer tous. Et surtout, vous demandez pardon pour le retard avec lequel nous sommes arrivés. Je voudrais aussi vous dire que dans ce combat où je me suis engagé et dans lequel vous avez décidé de m'accompagner, au moment où je me tiens devant vous, je
dans cette voie politique et qui à cette époque-là qui à cette époque où les Congolais étaient, je pense, des gens exceptionnels, ont creusé le sillon que les générations suivantes, la nôtre particulièrement, celle de leurs enfants, auraient dû suivre. Malheureusement, aujourd'hui, quand on fait la politique, on apparaît un peu suspect aux yeux du peuple. Je pense particulièrement à ces anciens, Félix Tshikaya, Tshikele, dont j'ai entendu parler quand j'étais un enfant, mais que je n'ai pas pu connaître. Je pense que si on avait eu le temps, pour un homme comme moi, je serais parti m'incliner sur leur tombe et pour peut-être recevoir quelques inspirations. Je pense aussi à celui que j'ai connu. Cet homme qui un jour, écoutant les dénonciations qui faisaient mal au cœur autour de la conférence nationale, avec une larme qui a perlé sous ses yeux, il a dit plus jamais ça. Pointe-Noire est une ville qui est chère à mon cœur. D'abord cet engagement qui s'est concrétisé par cet acte de candidature à l'élection présidentielle de 2016 est parti de Pointe-Noire. C'est vrai que quelques semaines avant, j'avais pu percevoir un frémissement. Au sein du peuple. Et puis c'est à Pointe-Noire que le premier appel est parti. Cet appel que j'ai ressenti comme une invitation à laquelle l'homme de devoir que je suis ne pouvait pas se déroger. Avec ce que je vois aujourd'hui, avec cette mobilisation exceptionnelle, je me sens encouragé. J'ai entendu quelqu'un dire ici, parce qu'il semble qu'il y a eu une expression qui dit un coup KO. Mais avec ce que je vois là, Pointe-Noire, qui est une ville cosmopolite, qui a tous les Congolais ici. Je pense.
Merci. Alors, on va reprendre où je m'étais arrêté. Alors, je vais reprendre où je m'étais arrêté. J'avais dit ceci. Allô. J'avais dit ceci. Il paraît qu'il y a une expression qui dit un coup KO. Ah, c'est vrai. Avec ce que je viens de voir, depuis que je suis rentré dans le département du Kwilu, et avec ce que je vois maintenant, dans une ville comme Pointe-Noire, qui est une ville cosmopolite, la représentation nationale est ici présente. Je ne vois pas comment on ne peut pas gagner cette élection présidentielle. Alors, si quelqu'un vous dit qu'il a gagné au premier tour cette élection, je crois qu'il aura volé votre victoire. Et ça, le peuple congolais dans son ensemble ne peut pas accepter. Je vais vous dire pourquoi j'ai accepté d'être votre candidat. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je n'avais pas un plan de carrière qui devait m'amener au terme de ma vie active à briguer la magistrature suprême. Je pense avoir fait dans la partie active de ma vie la carrière que j'avais rêvé de faire. Je pense que j'y ai pas mal réussi. Rien, et absolument rien ne me prédisposait à être candidat à une élection présidentielle. Parce que ma conception de la politique est tout à fait différente de ce que je vois depuis un certain nombre d'années. Vouloir faire la politique,
c'est se mettre au service de la collectivité nationale. Pour la servir. Et non, comme disait quelqu'un que vous connaissez bien, et non se servir. Si j'ai répondu à l'appel de nos populations, c'était pour reprendre une expression qui m'était familière il y a encore quelques années, lorsqu'en 1997, je voulais être candidat. Comme toujours, j'ai toujours pensé que le développement et l'amélioration des conditions de vie des populations dépendaient pour beaucoup dans cette partie du continent de la paix. J'ai toujours été un homme de paix. Et pourtant, on pourrait s'étonner que quelqu'un qui est un militaire puisse mettre en avant la paix. Mais justement, les militaires connaissent le prix du sang et ils savent ce que c'est. Cette candidature, et comme je sais que vous allez me lire, comme je sais que je serai élu, je placerai mon mandat sous le critique, apaisé, rassuré et rassemblé. Voyez-vous, j'ai choisi un logo qui à cet égard est assez expressif. Dans la partie sud de notre pays, on l'appelle le Mbongi. Dans la partie nord, ça s'appelle le Kanza. Mais si vous regardez ce logo, regardez-le bien. Il y a 12 Congolais et Congolaises qui sont assis dans ce Mbongi. Les 12 Congolais représentent chacun un département. Le Mbongi, c'est le lieu où la convivialité est de rigueur. Le Mbongi, c'est le lieu où les problèmes, même les plus difficiles, trouvent toujours une solution. Le Mbongi, c'est aussi le lieu de partage. Au Mbongi, dans les villages, celui qui a un peu plus que les autres, lorsqu'il a consommé ce dont il a besoin pour sa famille et lui-même, il met le reste au Mbongi. Alors, donc vous voyez que dans nos propres traditions, nous avons les enseignements qui, curieusement, ressemblent à ce que l'on exige d'un chef dans une république moderne. Un chef, c'est celui qui veille sur tout le monde. Un chef, c'est celui qui a le sens du partage. Un chef, c'est celui qui pour les autres est une référence. C'est un miroir à travers lequel les autres se retrouvent. Moi, je serai ce chef-là. Je serai ce chef-là qui
tout, qui connaît tout, qui arbitre tout. Moi, je serai le chef qui écoutera ce que le peuple veut. Je ne le dis pas. Vous avez parmi vous là des gens qui ont travaillé avec moi. Ils savent que je fais toujours ce que je dis. Parce que avant d'être exigeant avec les autres, je le suis avec moi-même. Alors, la nouvelle République qu'ensemble nous allons refonder. Quand vous m'aurez mis à cette place-là, la première chose que je vais faire, dans les 90 jours qui suivront la prestation de serment, je convoquerai les États généraux de la nation. Parce que l'héritage qui nous reviendra demandera beaucoup d'efforts de la part de tous. Alors pour cela, il faut que dans un forum, nous discutions de tous les problèmes qui minent ce pays. Si nous ne mettons pas un terme, nous continuerons à végéter comme depuis plus de problèmes, sans éviter un seul. Ces problèmes vont aller d'abord la vie des Congolais. Il faudrait que autour d'un consensus national, nous regardons le problème de nos ménages. Parce que mon observation, vous savez, moi je suis resté chômeur pendant longtemps. Mais chômeur dans le vrai sens, hein. Celui qui a un métier, mais qui a été forcé d'être assis chez lui. Alors, pendant ces années, avec un groupe de frères et de sœurs, nous nous sommes mis à réfléchir sur les problèmes de notre pays. Celui qui vous parle aujourd'hui, quand il sera aux affaires, il a une vision très claire des problèmes de notre pays. Il nous faut trouver le moyen de soulager les souffrances de nos ménages, les souffrances de nos mamans. Vous voyez, l'autre jour j'étais au marché d'Akongo, le jour de la journée de la fête des femmes. Sur 100 personnes que j'ai rencontrées au marché, je pense que 90 étaient des femmes qui travaillent au marché. Et j'ai discuté un peu avec eux, parce que la campagne, c'est pas seulement venir parler, mais c'est aussi écouter. Écouter les souffrances des gens pour que demain, lorsque vous prendrez les décisions, ces décisions soient en adéquation avec la réalité. Nos mamans souffrent pour nourrir leurs enfants. Ils souffrent en faisant des sacrifices dans l'espoir que la vie de leurs enfants sera meilleure que la leur. Mais il faut leur rendre grâce pour cela. La deuxième chose que nous allons faire, c'est améliorer la gouvernance, la manière de gouverner notre pays. Il faut de la justice sociale. Il faut une grande réforme pour faire que notre corps de justice soit un corps impartial et rendre la justice selon qu'on est riche ou pauvre,
la justice doit être la même chose. Troisièmement, sans rentrer dans les grandes théories, un pays, un peuple et un peuple qui se respectent. Un pays et un peuple qui se respectent et qui veut être respecté. Ces dirigeants doivent d'abord eux-mêmes respecter leurs paroles. Deuxièmement, ils doivent respecter leur signature. Parce que dans notre combat pour construire le développement, nous aurons besoin des entrepreneurs nationaux. Nous aurons besoin des entrepreneurs privés étrangers. Nous aurons besoin des partenaires. Il faut que tout ce monde-là trouve un gouvernement sérieux, qui respecte sa parole, qui respecte sa signature, qui respecte ses engagements. Je suis sûr que ici à Pointe-Noire, berceau de notre économie, la porte d'entrée de l'international au niveau de notre pays. Je suis sûr que le monde d'affaires ici à Pointe-Noire est très malheureux pour plusieurs raisons. La première, s'agissant du privé national, souvent on leur commande des travaux, on leur exige parfois des montants qui les révoltent en tant que Congolais. Mais comme ils doivent survivre, ils sont obligés de passer par ces caprices-là. Première chose, malgré ça, lorsqu'il s'agit de les payer, les autorités commencent à tergiverser. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ces entrepreneurs ne travaillent pas tout seuls. Ils travaillent avec des chefs de famille. Et les chefs de famille ont besoin des ressources pour faire vivre leur famille. Mais si ils travaillent, ils ne sont pas payés, l'entreprise va tomber. Moi, je serai le responsable d'une équipe gouvernementale qui sera l'ami de l'entrepreneur. Mais pas au sens où on l'entend aujourd'hui. Les amis des entrepreneurs, c'est pour toucher les matabiches. Mais non, ça ne se passera pas comme ça. On sera là pour protéger l'entreprise. Pour ne pas tuer l'entreprise avec les impôts. Parce que ceux qui nous ont précédés dans ce type d'organisation, lorsque une entreprise est en difficulté et que les inspecteurs d'impôts viennent faire les inspections et font des ajustements fiscaux, une fois qu'ils sont arrivés à un chiffre, pour ne pas tuer l'entreprise, on donne la chance à l'entreprise d'accepter les échéanciers. Parce qu'il vaut mieux que l'État touche 20 francs au lieu d'exiger 100 francs et tuer l'entreprise. Alors nous, on veillera à ce que les entrepreneurs soient, comment dirais-je, les amis du gouvernement dans la mesure où ils créent des emplois. La même chose avec les entreprises privées. Les entreprises privées étrangères. Là aussi, notre justice devrait protéger les investissements que ces gens viennent faire dans notre pays. Ce sont nos partenaires. Nous n'avons pas le droit de les décourager par un comportement répréhensible. Enfin, je pense qu'à Pointe-Noire, qui regorge de pas mal d'hommes d'affaires et d'entreprises, il faut qu'on fasse un effort. Parmi les choses qui rendent difficile la production, la créativité, c'est les concours de courant intempestifs. Je suis sûr qu'avec un peu de sérieux, avec un peu d'ordre, nous pourrons réparer tous ces manquements pour permettre qu'une ville comme Pointe-Noire retrouve sa place dans la production nationale et intervienne dans le produit intérieur brut correctement.
jeunes, vous êtes l'avenir de demain. Ah, moi je dis l'avenir est déjà arrivé. Parce que nous autres, la jeunesse, qu'est-ce qui m'intéresse dans la jeunesse? Qu'est-ce qui m'intéresse dans la jeunesse? La première chose, c'est l'école. Vous voyez, celui qui vous parle aujourd'hui, alors que lorsque nous étions à l'école primaire, les plus jeunes du Congo, même si la valeur de l'argent à l'époque était peut-être un peu plus intéressante qu'aujourd'hui, mais je vais vous dire que moi j'ai fait toutes mes études depuis l'école primaire, le secondaire, et lorsque je suis allé dans l'enseignement supérieur, mon père n'a pas dépensé un seul franc. Parce que les gens de ma génération sont les élèves de l'école publique. Quand on regarde les niveaux de budget que nous avons eu ces 20 dernières années, qui flirtait autour de 4 000 milliards pour 4 millions d'habitants. Il est possible de reconnaître toute sa magnificence à l'école publique. Pour cela, il faut s'intéresser aux infrastructures. Nos salles de classe au niveau de nos villages ne demandent pas un confort extraordinaire. Ce pays, avec les ressources qui sont les siennes, peut bien construire les salles d'école acceptables. Deuxièmement, il faut mettre un terme à ces salles de classe détaillées, c'est-à-dire où vous trouvez 100 élèves. Qu'est-ce que vous voulez qu'un enseignant fasse avec 100 petits au CP1? Ce n'est pas possible. Alors, donc, il faut qu'on augmente le nombre de salles de classe. Troisièmement, il y a la condition de l'enseignant. Si vous voulez envoyer un enseignant dans un village, il faut lui trouver un minimum de confort. Qu'il ait une maison, qu'il ait de l'eau, qu'il ait de l'électricité. Et ce pays est capable de le faire. Une fois qu'on a formé les jeunes, dans les trois cycles, ils sont détenteurs d'un emploi. Même si c'est des emplois au niveau technique. Mais après, il faut qu'ils aient des emplois. Nous mettrons aussi l'accent sur l'emploi des jeunes. Qu'est-ce que nous allons faire? Dans beaucoup de pays et les grands pays qui sont aujourd'hui les puissances mondiales, il y a des institutions financières qui financent les idées. Les jeunes n'ont pas d'argent, mais ils ont des idées. Alors, le crédit, les jeunes, ils ont des idées, mais ils n'ont pas d'argent. Comment on va faire? Ce qu'on va faire, il m'a été dit, mis en chantier ce type de projet pour soutenir les jeunes qui ont la capacité, qui ont des idées, qui ont la capacité de créer des petites et moyennes entreprises. Ce que nous allons faire, y compris au niveau des Nations Unies et particulièrement le programme des Nations Unies pour le développement. Ce que nous allons faire au cours des États généraux, c'est de revisiter ces expériences, de relever ce qui n'a pas marché. Parce que lorsque nous serons aux affaires, nous créerons une banque d'investissement qui financera les projets des jeunes. Et comme les jeunes n'ont pas d'argent, nous allons mettre à côté de cette institution bancaire un bureau d'études pour encadrer le projet. Et comme par ailleurs,
par ailleurs, nous allons mettre en place une base de données des diplômés sans emploi. On verra la relation avec l'ONIMO. Nous aurons une base de données. Puisque nous allons financer les idées, puisque nous avons une base de données avec les qualifications qu'il faut, en même temps, on montre le projet, on forme les gens qui seront les animateurs de ce projet. Jusqu'au moment où le projet entrera en exécution et sera capable de s'auto-rembourser. À ce moment-là, progressivement, le bureau d'études lâchera, puisque le staff de l'entreprise créée sera en mesure de conduire tout le projet. À travers ces petites et moyennes entreprises créées par des jeunes Congolais, nous allons créer des emplois. Ensuite, il y a un vivier d'emploi qu'on n'a pas suffisamment utilisé de façon intelligente dans notre pays. C'est l'agriculture. L'agriculture, on ne va pas demander en 2016 ou dans les années qui suivent à nos jeunes gens de faire l'agriculture comme leurs arrière-grands-pères. Il faut qu'on fasse une agriculture moderne. Dans l'agriculture moderne, on trouve toutes sortes d'emplois. Il y a ceux qui sont sur le terrain, il y a ceux qui récoltent et transportent, il y a ceux qui vendent. Donc vous voyez déjà à différentes étapes les emplois que nous pourrions avoir. Le reste, je ne vais pas vous être là depuis longtemps, je ne vais pas vous décliner. Je ne vais pas vous décliner dans le détail mon projet de société. Tout ce que je peux vous dire, mon projet de société, ce ne sont pas des intellectuels, même si j'ai eu besoin d'eux. Ce ne sont pas les intellectuels qui se sont enfermés dans un bureau et m'ont conduit un projet. Moi, je leur ai posé la question suivante. Je dis, je veux un projet de société qui partirait de la réflexion d'un Congolais moyen. Je suis un Congolais moyen. Qu'est-ce que j'attends de mon gouvernement pour qu'il améliore mes conditions de vie? Et ce projet de société met en bonne place l'homme. Parce que moi, mon expérience, la direction des hommes, m'a démontré qu'un chef n'est rien s'il n'a pas les hommes derrière lui. Un chef n'est rien. Un chef n'est rien s'il ne se préoccupe pas des conditions de vie des hommes qui sont placés sous son autorité. Voilà. Donc l'homme et l'intérêt général guidera l'action du gouvernement que j'aurai l'honneur de diriger. Maintenant, je vais vous parler de l'élection. Pour ceux qui ont suivi mes interventions, avant que je ne sois candidat, et depuis que je suis candidat, le problème qui se pose pour cette élection présidentielle de 2016, c'est la sincérité du scrutin. Tout indique que ce scrutin ne sera pas sincère, pour plusieurs raisons. Je suis bien placé pour vous dire qu'une commission d'organisation des élections indépendantes est effectivement indépendante parce qu'elle s'occupe de toutes les opérations, depuis le dénombrement des électeurs, la protection des listes électorales et l'organisation des élections et la publication des résultats provisoires. Ce n'est pas le cas pour notre commission. Elle n'a d'indépendante que le qualificatif qu'on lui a donné. Cette commission n'est pas indépendante. Parce qu'on n'a
pas besoin d'être un grand spécialiste de ces questions pour savoir que, comme la rumeur le dit, parce que au Congo, tout ce qui est rumeur finit par se réaliser. Je vais vous prendre deux exemples. La première, aucun des candidats, en dehors peut-être du président sortant, ne sait où le logiciel qui doit gérer les élections et donner les résultats a été commandé. On ne sait même pas quelle est la société. Alors que c'est des questions qui devaient faire l'objet d'un appel d'offres. Dans le monde, il y a 3 ou 4 sociétés dont la notoriété et l'honnêteté est reconnue internationalement. On devait pouvoir choisir parmi ces sociétés. Moi, je ne peux pas, je suis un candidat, mon droit, c'est d'exiger que le vote des Congolais soit respecté. Donc, quand vous posez la question sur la sincérité de ce scrutin, on dit non, vous avez peur. Non, mais moi je vois ici, si le scrutin était sincère, moi je passerai au premier tour. Parce que les départements, dans tous les départements où je suis passé, j'ai ressenti la ferveur populaire que je sens cet après-midi et enfin l'après-midi, tel que vous êtes là. Donc on ne peut pas accepter d'aller à une élection comme si on allait jouer au football. Les règles ne sont pas connues. Et deuxièmement, quand vous êtes sur le terrain, vous vous apercevez que le 12e joueur de l'autre côté est l'arbitre. Est-ce qu'on peut jouer à un match de football comme ça? Alors, moi, j'ai pris, se sont battus avant que moi je ne vienne me joindre à eux pour que le gouvernement soit attentif aux observations faites par l'opposition. Le gouvernement est resté sourd à cela. Aujourd'hui, en tant que candidat, nous sommes fondés. Les candidats qui sont pour l'alternance. Et là, c'est un autre problème. En tout cas, nous sommes 5 à vouloir concourir pour établir l'alternance. Alors, on se pose la question pour les autres. Ils sont candidats pourquoi? Ils ne veulent pas être président alors? Pourquoi quand on demande que le scrutin soit un scrutin, on se retrouve pour dire qu'il faut que les élections soient organisées de façon sincère. Il y en a d'autres qui ne se prononcent pas. Alors, ils sont quoi? Des candidats de complaisance ou des candidats de témoignage? Je continuerai jusqu'au dernier jour de cette campagne à demander qu'on revienne sur l'organisation de ces élections. En la matière, il y a une organisation internationale dont l'expertise en la matière est reconnue internationalement. C'est l'Union européenne. Vous avez suivi le communiqué de l'Union européenne. Le gouvernement ne respecte pas ses engagements. Le gouvernement est en train d'organiser une élection dont ils ne reconnaîtront peut-être pas les résultats. Est-ce que ça fait honneur au pays? Donc il n'y a personne qui peut remettre en cause ces observations de l'Union européenne parce que l'Union européenne a l'expertise avérée. Alors, si les organisateurs de ce scrutin continuent à ne pas entendre les raisons, là il y a plein de choses. Les listes électorales, on refuse même aux Congolais qui veulent aller voter de figurer sur les listes
2002. Et il paraît qu'ils les ont révisés. Mais je sais qu'il y a plein d'astuces pour éliminer les Congolais qui veulent exercer leur droit le plus absolu. Nous étions à Sibiti. Et à Sibiti, là-bas, on a découvert les jeunes. C'est les jeunes. Moi, je compte sur les jeunes pour qu'ils fassent les enquêtes, qu'ils attrapent les faussaires. Les jeunes à Sibiti nous ont dit qu'ils ont même cité les noms des gens où il y a un vote qui avait déjà commencé. Mais je vais vous expliquer pourquoi le vote a commencé. J'ai été surpris d'apprendre qu'au Congo, les bulletins qu'on va vous donner ne sont pas dans un cahier à souche avec les numéros qui permettent que dans un bureau de vote, on sache que le bureau de vote numéro 1 a 3 ou 4 carnets dont les numéros commencent par tant et se terminent par. Parce que les gens que nous allons mettre dans les bureaux de vote, la première activité à laquelle ils vont participer, c'est de contrôler l'authenticité des documents qui vont servir à donner les résultats, à voter et à donner les résultats. Mais si les bulletins sont des bulletins volants qui n'ont aucune numérotation, mais ça justifie le fait que les gens peuvent aller voter dans une maison où on leur donne l'argent et puis ils ont les bulletins qu'ils mettent dans les poches et quand ils arrivent dans l'urne, le bulletin qu'on leur donne dans le bureau de vote, ils l'utilisent pas, ils le mettent dans la poche, ils prennent celui qui est dans la poche pour le mettre dans l'urne. Alors je demande, et ça c'est une directive pour nos comités de soutien, il s'agit d'une démarche de conformité qui doit être acceptée par la commission électorale. Lorsque vous serez dans le bureau de vote, vous demandez que les bulletins, avant que les gens ne votent, les bulletins soient estampillés, c'est-à-dire et décachés. Et tout le monde signe derrière le bulletin pour authentifier que c'est un bulletin qui appartient au bureau de vote. Et ça, on ne peut pas nous le refuser. Parce que ça ne change pas l'acte de voter. Donc il faut donner des consignes à nos représentants dans les bureaux de vote d'exiger qu'on authentifie à l'intérieur du bureau les bulletins pour que quelqu'un ne vienne pas avec un bulletin qu'il a préparé depuis sa maison. Voilà. Pour le reste, il faut les attraper la main dans le sac. Voilà. Tout ce que je vais vous demander, c'est que le jour du vote, il faut essayer dans votre bureau de voter très tôt, de repartir chez vous et vers les 17h de venir assister à la publication des résultats. Comme ça, ceux d'entre vous qui ont des téléphones vont téléphoner au centre qui sera organisé par les comités de soutien. On vous donnera les numéros pour que chacun qui peut téléphoner téléphone pour confirmer les résultats du bureau de vote. Enfin, une dernière consigne. On nous dit qu'il y a des gens qui passent de maison en maison pour proposer de l'argent. Il paraît qu'il y a des officines secrètes et qui fabriquent les cartes d'identité qu'on donne même aux étrangers. Alors, les bureaux de vote sont dans les quartiers. Les bureaux de vote sont dans les quartiers. Généralement, on vote à côté, on vote dans son quartier. Et dans le quartier, on peut déceler les étrangers.
étranger qui vient dans votre quartier, il faut déjà commencer à le harceler qui rentre dans le bureau.